L'avantage d'être franchiseur, c'est quoi? Il faut savoir que quand tu es franchisé, ton restaurant, il vaut 2 fois le résultat, pas plus. Parce que tu es condamné via un contrat de franchise. Par contre, quand tu es franchiseur, tes restaurants valent jusqu'à 12 fois l'EBITDA. Tu as des belles franchises aujourd'hui en France et le marché français n'a rien à envier aux Américains. Donc il lève 90, 100 millions. Aujourd'hui, la boîte a été revendue 12 millions. Ils ont tout perdu. Un restaurant indépendant, ça se vend combien par rapport à son chiffre d'affaires ou par rapport à son résultat? Il y a 10 ans, ça valait 80% de son chiffre. Avec un emplacement numéro 1. Ça a tendance à baisser parce que tu as trop de locaux vacants. Moi, tu sais, on propose des restaurants gratuits aujourd'hui. Je leur dis, je veux bien le prendre, mais tu me donnes de l'argent. Parce que c'est devenu des gouffres financiers. Moins de 100 000 de résultats par an, la prochaine étape, c'est la faillite. Je préfère avoir 10 affaires à 3 millions, 10 beaux restaurants à 3 millions, que 100 restaurants à 800 000. Moins de problèmes, plus d'argent. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la franchise, tout le système de la franchise? Comment être un bon franchisé? D'accord? Comment être franchisé? C'est-à-dire quelle marque prendre au salon de la franchise ou sur Internet pour gagner sa vie. Parce qu'il y a plein de marques qui ne te rapportent rien du tout, où les gens ne vont pas gagner sa vie. Aujourd'hui, on va parler de comment être franchiseur. Ça, c'est un autre métier. Tu as plein de personnes qui ont créé un business dans n'importe quel domaine. Nous, on va être spécialisés surtout dans la restauration et dans le fitness. D'accord? Donc, tu as quelqu'un qui a créé un concept, je ne sais pas, péruvien de restauration. Il veut le décliner en franchise. On va pouvoir lui vendre le pack entier franchiseur. Alors, pour devenir franchiseur, l'investissement global réel, si tu pars de zéro, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. Ouais. Nous, on va faire des packs complets à 99 000 euros et qui vont se vendre à l'international parce qu'ils vont être traduits sous plusieurs langues. Et je vais t'expliquer ce qu'il y a dans ce pack-là. Quand tu veux être franchiseur, alors, première étape, tu as trouvé ton local, tu as ouvert ton premier business. Et ton premier business, il faut qu'il soit parfait parce que ça va être le site pilote. C'est là que tu vas former tes futurs franchisés. C'est ton site pilote. Et donc, comment ça se passe? Tu as ouvert. Après, il te faut plusieurs choses. Il te faut le contrat de franchise et le DIP, document d'information précontractuel. C'est la loi Doubin. C'est obligatoire. Tu dois informer ton futur franchisé de tout ce que contient ton concept et combien de franchisés tu as et les chiffres d'affaires que tu fais, les résultats, etc. sur ton site pilote. Un DIP, un contrat de franchise, un avocat performant, il va te prendre entre 15 000 et 20 000 euros pour les faire. Quand même. D'accord? Un bon, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi. Nous, ça, on te les inclut. Plusieurs modèles. On va t'inclure le DIP, le contrat de franchise, si tu as besoin des contrats de licence de marque aussi et des contrats de partenariat. On inclut ça. Ensuite, tu as besoin... Donc après, de toute façon, on va tout énumérer. D'accord? Ça sera écrit, on va tout expliquer. Ensuite, tu as besoin d'un manuel de savoir-faire. C'est la Bible du franchiseur. Tout ce que tu fais avec la partie hygiène, savoir-faire métier, formation, tout doit être détaillé. C'est un manuel qui fait presque 300 pages. D'accord? Ça, on te le met clé en main pour ton enseigne. Nos équipes travaillent dessus, avec toi, bien sûr, parce qu'on a besoin aussi, surtout sur l'expérience métier, pour te faire quelque chose sur mesure. Donc, tu as ce manuel de savoir-faire, sans lequel tu ne peux pas développer un réseau de franchise sans avoir des futurs problèmes avec le franchisé, parce qu'il faut le former. Bien sûr. D'accord? Et on te les met en physique et en e-learning. Manuel de savoir-faire. Ensuite, tu as les manuels de formation. Quand tu prends tes franchisés, il faut les former. Formation initiale et formation continue. Là, tu as en tout 16 manuels qui comprennent en tout 1000 pages de travail. On parle de 10-15 années de travail. Hein. Donc, tout ce travail-là, on te l'apporte clé en main. On te fait gagner 15 ans. Ouais, ça n'a pas de prix. Ouais. Tu as tous les manuels sur la gestion du food cost, la gestion du labour cost, donc la masse salariale, la marchandise, la gestion de l'hygiène, la gestion sécurité en restaurant, la gestion de tous les domaines de la restauration dont tu as besoin dans ces 16 modules. Comment former votre manager, le guide pour être le bon franchiseur, etc. Tu as vraiment tous les modules. Donc, tu as les modules de formation. Ensuite, on va te conseiller, tu auras une charte pour savoir quel logiciel de comptabilité faut mettre pour la franchise, quel logiciel pour le développement franchise, quel logiciel
pour la gestion des reporting. Il faut gérer les reporting de tes franchisés, l'encaissement, etc. D'accord ? En plus de ça, tu as un système d'audit en ligne qu'on te met à disposition. Tu vas pouvoir auditer tes franchisés. C'est en ligne, tu coches des cases, tu écris, il signe, tu signes. Tout est digital. D'accord ? Le pack, il comprend quoi d'autre ? Il comprend quand tu vas créer ton concept. On arrive à la création du concept. On te fournit le logo que tu veux. On te fournit l'architecture de ton restaurant, le book. Alors, un book architectural d'un concept de franchise, c'est entre 50 et 120 pages. Les architectes en France, par exemple, te prennent entre 60 000 et 200 000 euros. C'est là que tu as le référencement de tes banquettes, de tes chaises, de ton mobilier et toutes les vues 3D et les différents plans possibles pour ton concept. Ça, il est fourni aussi dans le pack. C'est nos architectes en direct avec toi qui leur dit quelle couleur tu veux dans le concept et tout, qui te font ton concept clé en main. D'accord ? Et tu as un interlocuteur unique. D'accord ? Donc, tu as l'architecture également. Tu as les modules de gestion. On te donne des exemples de contrats de travail pour ton staff au support et ton staff au restaurant pour tes sites à toi, tout ce qui est filiales et succursales. Et qu'est-ce qu'on rajoute d'autre ? Et tu vas avoir ta marque visible sur le site www.restauration-franchise.com pendant 10 ans. Alors que normalement, tu dois payer 1 000 euros par mois pour avoir de la visibilité. Donc, sur 10 ans, c'est 100 000. Pourquoi 10 ans ? Parce que la plupart des franchises en France ou en Europe qui se développent, pour atteindre 100 points de vente, en général, entre le moment de la création et l'atteinte du 100e point de vente, ils mettent 10 ans. C'est une moyenne. C'est une moyenne, d'accord. Et donc, si tu veux, au lieu d'avoir 600 000 euros d'investissement et d'avoir 500 000 interlocuteurs et de devoir être tout seul dans la nature, tu as un interlocuteur unique, tu divises par 6 tes investissements, tu es à moins de 100 000 $ pour avoir le pack du franchiseur et tu n'as plus qu'à lancer ton business clé en main. Tu ne perds pas tout ce temps-là à aller chercher à droite à gauche toutes les informations, parce que ça, c'est une barrière incroyable pour toute personne qui dispose d'un concept. Elle sait qu'elle peut développer ce concept-là et en faire profiter énormément de personnes pour gagner de l'argent avec son business. Mais c'est vrai que la barrière psychologique, c'est ce pas-là à faire pour se mettre en franchise. Donc, moi, étant aussi une personne qui a créé des business et que je me suis souvent posé la question sur les franchises, j'avais cette barrière qui était simple. Hein. Et je me posais 1000 questions et surtout, le fait la problématique sur laquelle je me heurtais, c'est de me dire, bon, il va falloir que j'ai énormément d'interlocuteurs dans tous les corps différents, donc les avocats pour je sais pas, pour si tu vas avoir ton mobilier, l'architecture, enfin tout ça. Franchement, c'était déjà un casse-tête avant même de commencer les recherches et ça freine tout le temps une personne pour se développer. Donc je pense que apporter cette réponse-là à ces problématiques pour une personne qui souhaite se développer en franchise, c'est quelque chose de très intéressant. Et moi, honnêtement, par rapport au prix, moi, je voyais ça beaucoup plus cher. Hein. On fait ce cap parce qu'on veut vraiment aider les gens. Il y a plein de gens qui rêvent d'être franchiseurs, à devenir franchiseurs, et on n'a pas besoin que ça coûte plus cher. D'accord ? Si tu veux, ils vont avoir dans nos locaux, il y a les avocats, il y a les juristes qui sont déjà là, il y a les architectes, il y a les graphistes, donc ils ont tout à disposition. Et l'avantage d'être franchiseur, c'est quoi ? Il faut savoir que quand tu es franchisé, d'accord, ton restaurant, il vaut 2 fois l'EBITDA, 2 fois le résultat, pas plus, parce que tu es condamné via un contrat de franchise. Par contre, quand tu es franchiseur, tes restaurants valent jusqu'à 12 fois l'EBITDA, parce que quand tu es franchiseur, c'est exponentiel. Tu vas prendre de l'abonnement avec des franchisés entrants tout au long de ta vie professionnelle, chose qu'un franchisé ne peut pas faire. Exactement. Et donc, c'est pour ça, et comme il y a plein de jeunes ambitieux aujourd'hui qui veulent devenir franchiseurs, on va les accompagner. Tu sais, Bill Gates, il disait ne me demande pas comment je fais mon travail en 30 minutes. J'ai mis 20 ans à apprendre à le faire en 30 minutes. L'expérience, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, exactement.
Exactement. Moi aussi, j'ai démarré jeune franchiseur et j'ai commencé à l'âge de 16 ans à essayer de comprendre ce métier et à lire des livres en permanence pour comprendre. Et j'ai mis 10 ans pour être le bon franchiseur. Mais si tu veux, là, on apporte toute cette expertise et cette expérience à ces futurs franchiseurs. Et pour toute personne qui souhaite justement, qui crée un concept, on va dire en dark kitchen ou en host kitchen, quel serait ton conseil dans un premier temps avant qu'il pense à justement à se développer en franchise ou en licence? Alors, hier, justement, on parlait de ça, c'est marrant, avec un ami, il y a un Libanais à Dubaï qui a levé 400 millions de dollars sur des dark kitchen qu'il a développés. Bon, en France, il y a eu Not So Dark, d'accord, qui a levé 20 ou 30 millions. Je ne sais pas où ils en sont, mais ils ont changé le modèle. Alors, il y a eu 2-3 concurrents qui ont déposé le bilan, notamment les anciens de Sushi Shop, qui étaient dans une affaire. Ça a déposé le bilan, c'est parti en liquidation. Et c'était du full dark kitchen. Chose à laquelle, moi, pour le marché français, j'y crois pas. J'ai toujours dit, faut la dark kitchen hybride. C'est-à-dire, tu as ton restaurant, il vend par exemple des pizzas, il a un chiffre d'affaires qui permet de pérenniser l'activité, et à côté, en parallèle, tu vas livrer d'autres marques. C'est-à-dire, ça doit être un complément de revenus. Exactement. Mais la full dark kitchen, je sais que sur le périmètre français, ils ont eu des difficultés. Alors là, il y a eu des grosses levées de fonds à Dubaï. Après, il faut voir la rentabilité. C'est toujours pareil. Tu sais, les startups, ils lèvent des millions. Exactement. Tu as eu en France Fritchi qui livrait des repas. Elle a levé 100 millions, je crois. 4 ans après, c'est en liquidation. Not So Dark, ils ont dû changer leur business model. Voilà. Ils sont passés de création de dark kitchen à maintenant, ils font clairement du host kitchen. Donc, c'est-à-dire, déjà, ils se sont rappelés clone au lieu de Not So Dark. Et leur business model, il est simple. En fait, ils créent des marques virtuelles et ils implémentent ça dans des restaurants déjà existants. Donc, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, ils ont dû changer de business. Et après, c'est toujours pareil, il faut voir la rentabilité. Tu sais, moi, je connais des gens qui ont levé 100 millions. Je peux t'en citer. Tu sais, et je me suis amusé à suivre en 10 ans toutes les startups qui ont levé il y a 10 ans 100 millions. On prend le cas au hasard de Wind. C'est une personne à qui j'ai appris à faire des caisses. J'ai levé avec Sodexo 100 millions. Mais je dis, ouais, mais ta caisse, elle ne marche pas. Ismaël, je dis, moi, dans mes restos, il faut me virer les caisses que tu m'as mis parce que ça ne marche pas. Donc, il lève 90, 100 millions, mais des salariés, bon, bref. Aujourd'hui, la boîte a été revendue 12 millions. Ils ont tout perdu, les fonds d'investissement. Mais pourquoi? Mais c'est l'erreur des fonds aujourd'hui qui lèvent de l'argent avec des entrepreneurs qui n'ont jamais eu d'expérience avant. Exactement. Pour moi, si j'étais un fonds, je donne de l'argent à des entrepreneurs qui ont déjà un track record et qui ont déjà travaillé avec leur propre argent. Parce que quand tu travailles avec ton argent, c'est pas pareil que quand tu travailles avec l'argent des autres. C'est clair, c'est pas pareil. La différence, elle est là. Donc, si demain, je te donne 100 millions, tu ne regardes pas les comptes. Tu t'en fous. Ce n'est pas ton argent. Mais si demain, tu as fait avec ton argent ton resto, quand il y a un déménagement, il faut porter le four à pizza, tu vas le porter tout seul avec ton frère. Tu ne vas pas appeler des déménageurs pour le faire. Exactement. Après, je pense que c'est la psychologie un peu des personnes qui sortent des grandes écoles. Elles n'ont pas spécialement... Enfin, moi, mon humble avis, c'est que je vois ces personnes-là n'ont pas forcément, comme tu dis, d'expérience dans l'entrepreneuriat du tout. Et en fait, ils sont bons juste à avoir des idées et aussi le réseau, entre guillemets, d'être sortis des bonnes écoles et de pouvoir lever de l'argent. Pour moi, ils sont mauvais. C'est mon point de vue. Tu sais, je vais te donner 3 exemples. Il y a un monsieur que j'admire beaucoup, je ne sais pas si tu connais, Georges Paulo Lemann. Georges Paulo Lemann, c'est un Brésilien qui vit à Zurich, qui a créé le fonds 3G Capital. Ils ont le ketchup Heinz, ils ont, je crois, Pepsi, et il a Burger King Monde. Ce monsieur, c'est un Brésilien, il a fait travailler dans ses équipes des Brésiliens des favelas, qui n'ont pas été à l'école. Et il s'est avéré que c'était les meilleurs CEO de ses business. Incroyable. D'accord. Et comme il disait Charles Gay, souvent, tu as des gens qui sortent des grandes écoles qui ont pu démontrer qu'ils écoutaient ce qu'on leur apprenait à l'école. Mais comme il dit clairement, ils ne sont pas aptes à prendre forcément les meilleures décisions. Moi, tu sais, dans ma boîte, j'ai eu un monsieur dont je ne citerai pas le nom, qui a fait des longues études et qui a été CEO de boîte qui faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. Et quand il est venu travailler, en fait, je me suis rendu compte qu'il ne connaissait rien, mais des choses basiques. Je ne sais même pas s'il sait ce que c'est une SARL.
Des choses basiques, hein. Et je lui disais, bon, je comprends pas, mais il me dit, moi, Hakim, il y avait plein d'équipes qui bossaient pour moi. Moi, j'étais en haut, j'écoutais à droite, à gauche et je disais oui ou non. Mais si tu veux, ils savent pas forcément. Ouais. Tu vois, parce qu'on le sait pas, mais diriger une grande boîte, c'est plus facile qu'une petite boîte. Parce que quand tu diriges une petite boîte, tu dois être beaucoup plus polyvalent. Exactement. Quand tu diriges une grande entreprise, tu as le pôle juridique, tu as le pôle comptabilité, tu as tous les pôles, tu as des gens en qui tu fais confiance et tu surveilles et tu resserres un peu pour aller chercher de la renta. Ouais, exactement. Tu manages, entre guillemets, des équipes. C'est beaucoup plus facile de manager des équipes qui sont compétents dans chaque domaine que de soi-même se retrousser les manches et d'aller faire le taf. Olivier Bertrand, qui aujourd'hui est numéro 2 de la restauration en France après McDonald's, il n'a pas le bac. Ouais. Il n'y a aucun lien entre les études et la réussite. Non, aucun lien, carrément. C'est un chapitre dont on pourrait parler des heures. Donc, on va mettre en place ces formations parce qu'on est souvent sollicité pour des personnes qui veulent devenir franchiseurs et ils ne savent pas par où commencer. Ouais. Et après, il y aura un guide sur être franchisé et aller vers de la franchise rentable. On expliquera. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les grosses firmes américaines. Tu vas prendre des marques comme Subway, Domino's Pizza, etc., où tu ne gagnes rien du tout. Tu es franchisé, tu as investi. Bon, c'est à peu près pareil, c'est comme de l'immobilier. Hein, c'est de l'investissement. Tu as investi 250 000 avec un apport de 50 000. Tu vas être salarié. À la fin du mois, tu vas gagner 2 000 à 3 000 euros. Tu ne gagnes pas grand-chose. Et bon, tu sors un peu du salariat, mais tu restes plus ou moins salarié. Tandis que tu as des belles franchises aujourd'hui en France et le marché français n'a rien à envier aux Américains. Tu as des super franchises comme Marie Blachère autour du pain. Aujourd'hui, le pain, c'est tendance comme Ange, comme Feuillette autour du pain aussi, qui sont montantes. Tu as aussi des franchises un peu plus communautaires qui sont basées sur la protéine halal, qui font des chiffres d'affaires supérieurs aux firmes américaines en France, parce qu'ils sont adaptés au marché français. Ouais. Donc, dans ce guide-là, on va vraiment orienter les personnes qui veulent devenir franchisées, d'accord ? Et on va mettre d'ailleurs les podcasts et ce guide sur le site Restauration Franchise, à aller vers des franchises rentables. Aujourd'hui, il faut prendre au moins une franchise qui te rapporte 150, 200 000 euros par an. Ouais. Pour moi, il est inutile d'être entrepreneur, d'être patron dans la restauration ou la boulangerie, qui sont des métiers prenants, si c'est pour gagner moins de 150 000 à l'année. Ouais. Sinon, et c'est ça le problème en France. En France, dans la restauration, toute personne qui se lance dans ce domaine-là, au bout d'un moment, s'ils font les mauvais choix, si, comme tu dis, ils investissent dans les mauvaises franchises, ils se rendent compte au bout de quelques années qu'ils sont salariés de leur entreprise, en fait. Ils sont salariés, tu sais, moi je dis souvent, quand tu gères une entreprise, si tu ne peux pas partir 6 mois en vacances par an, tu as loupé. Tu as échoué, c'est pas bon. Je vais te donner 2 exemples. La restauration, si on parle de la restauration, c'est un domaine qu'on maîtrise par cœur. Les marges sont très faibles. Si tu veux écraser les marges parce que tu dois payer un service support, si demain tu veux monter un groupe de restauration, il faut des comptables, il faut du monde au support. Des gens pour la paye, des gens pour contrôler qu'il n'y ait pas de vol dans les caisses, les contrôleuses de gestion, etc. Si ton restaurant fait 800 000 par an et qui dégage 80 000 euros de résultats, tu vas payer le siège 40 000, il va te rester que 40 000 de résultats. Et si demain tu baisses un peu ton chiffre d'affaires, tu vas te retrouver avec un résultat de 0. Moi, je dis moins de 100 000 de résultats par an. La prochaine étape, c'est la faillite. Il te faut des grosses affaires qui écrasent leurs frais fixes. Si tu ouvres une affaire qui fait 3 millions, sur 3 millions, tu ne feras pas 10% de résultats, mais tu iras chercher 25-30%. Donc là, alors une affaire à 800 000, elle va faire 60 000, 80 000 de résultats. Une affaire à 3 millions, elle va faire 800 000 de résultats. Elle va faire 12 fois le résultat de celle à 800 000. Je préfère avoir 10 affaires à 3 millions, 10 beaux restaurants à 3 millions, que 100 restaurants à 800 000. 100 restaurants, tu as 100 problèmes, tu as 100 managers à gérer, tu as 100 paperasses à gérer pour gagner rien du tout au final. Tu vas faire 3-4 millions de résultats après avoir payé ton siège. Ouais. Tandis qu'avec 10 belles affaires, au siège, tu n'auras que 3-4 personnes au final et tu vas pouvoir aller générer 8 millions de résultats. Ouais, carrément. Moins de problèmes, plus d'argent. Ouais, et tu as 100 fois plus de risques de te retrouver en faillite parce que tu es proche du... Exactement. Et c'est ça que les gens, ils ne savent pas forcément. Il ne faut pas courir après le nombre de restaurants. Il faut courir après l'EBITDA, le résultat par restaurant.
Ce Hyper ce qui intéressant. importe, c'est le bas de page. C'est pas, ouais, j'ai 400 restaurants. On s'en fout de ça. Tu gagnes combien à la fin de l'année? C'est ça le plus important. Ouais, c'est le plus important à avoir, ouais, carrément. Et une personne qui se lance justement, qui a créé son concept, qui veut, qui a pour rêve de se lancer en franchise. Est-ce que tu penses... Être franchiseur Ouais, et exactement. de revendre, quoi. Et de revendre, Ouais. exactement. Quelle est la barrière, le plafond de verre qui va devoir éclater pour justement passer sur ce cap-là? Alors, ça démarre toujours pareil. Je vais te parler de la revente et je vais te parler du développement. Généralement, tu crées ton concept, les 10 premiers franchises, c'est des potes à toi. Oui. Tu as des potes, de la famille qui vont en ouvrir pour commencer à faire connaître ta marque. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, on est dans une génération qui est différente de la mienne. C'est les réseaux sociaux, etc. Donc, tu pousses dans les réseaux sociaux. Et ensuite, tu as les 10 premiers. Et là, tu vas aller au salon de la franchise, te faire connaître pour aller trouver tes franchisés. Les franchisés, comme je le dis souvent à mes collaborateurs, ça ne sert à rien d'en trouver 100 pour faire 100 boutiques. T'en prends 20, mais chacun ira ouvrir 3 boutiques. Tu prends 20 bons franchisés. Et ça va devenir des multi-franchisés. Et tu vas te retrouver à gérer 20 franchisés seulement, mais tu auras un parc avec 60 boutiques, plus les 10 qui t'appartiennent, bah, tu es à 70 restaurants. Et tu auras beaucoup moins de problèmes. Et ensuite, comment ça se valorise? Si tu as 70 restos qui payent chacun 5, 6, 7% de redevance, et admettons, on va aller sur des chiffres ronds, c'est plus simple. Chaque resto, il fait 1 million par an. Il va te reverser 70 000. Tu en as 100. Ça fait, tu vas prendre 7 millions. Ouais, ça en a sens. Tu vas prendre 7 millions par an. D'accord? Sur 7 millions, il faut savoir qu'un franchiseur, c'est à peu près la moitié le résultat. C'est 50%. Tu vas payer les animateurs réseau, le marketing, etc. 50%. Donc, tu vas être à 3,5 millions de résultats et tu peux vendre ça parce que c'est exponentiel. C'est-à-dire, tu vas dire aux investisseurs, on a 100 boutiques, mais on va pouvoir en ouvrir 200 et tu vas peut-être pouvoir vendre ça jusqu'à 15 fois le résultat, même 20 fois. Ça peut se vendre 5 ans. Allez, entre 10 et 20 fois. Ça dépend de l'enseigne que tu as. Tu vas vendre ça entre 35 millions et 70 millions. Et du coup, parce que la plupart des personnes qui commencent, ils ont cette barrière limitante à se dire comment je vais pouvoir vendre ensuite mon groupe ou mes franchises. Est-ce que tu penses que c'est facile, c'est beaucoup plus facile à vendre une franchise ou juste un restaurant? Alors, soit tu es franchiseur, soit tu as un restaurant à toi, c'est Ouais. ça? Ben, ce n'est pas les mêmes acquéreurs. Un restaurant aujourd'hui, pour moi, ça vaut plus rien. Moi, tu sais, on propose des restaurants gratuits aujourd'hui. Je leur dis, je veux bien le prendre, mais tu me donnes de l'argent. Parce que c'est devenu des gouffres financiers. Ouais. Une franchise qui fait je sais pas, 3,5 millions de résultats à l'année, bon, c'est un peu complexe. Tu dois gérer 100 restos, tu vas passer quand même 7, 8, 10 ans à le développer. Mais si tu prends au bout de 10 ans 50 millions, c'est bien. Tu vas le vendre à qui? Soit des groupes de restauration qui veulent consolider pour agrandir leur groupe, comme a fait par exemple Sushi Shop en vendant au Polonais Amrest, soit tu vas vendre à des fonds d'investissement. Il n'y a que les fonds d'investissement qui peuvent acheter des affaires à 40-50 millions. Et les fonds d'investissement, ils veulent quoi? Du rendement. Ils se disent, on va le prendre avec 3,5 millions de résultats. On va continuer à développer en mettant un nouveau CIO et on va essayer de doubler le résultat et le revendre à un autre fonds encore plus gros. Et ainsi de suite. D'accord. Donc forcément, tu auras des gens qui ont de l'argent, que les banques suivent parce qu'ils mettent de l'equity, alors qu'un restaurant, ça dépend de l'emplacement, mais tu vas le vendre, voilà, c'est difficile. Il faut que la personne ait son financement. C'est plus tu le difficile. vends en général, ouais, c'est deux profils différents d'acheteurs. Et c'est pas le même argent. Ouais. Et c'est pas le même métier. Être franchiseur, c'est un métier. Être restaurateur dans un resto, c'est un métier. Ouais. Mais je veux dire, est-ce que c'est plus facile justement de vendre? Les deux, c'est Les facile. deux, c'est facile? Enfin, les deux, c'est facile. Moi, pour moi, c'est plus facile de vendre un groupe de restauration que vendre un restaurant indépendant. Ah ouais. Vendre un restaurant indépendant, c'est pas simple. Hein. Puis un restaurant indépendant, en général, ça se vend combien par rapport à son chiffre d'affaires ou par rapport à son résultat? Là, alors, il y a un moment, il y a 10 ans, je te dirais 10 ans, ça valait 80% de son chiffre. Okay. Avec un emplacement numéro 1. Okay. Je dirais que ça a tendance à baisser parce que tu as trop de locaux vacants. Donc les gens, ils n'achètent plus vraiment le fonds de commerce aujourd'hui. Ouais. Ils vont acheter un local vide et ils vont créer eux-mêmes leur fonds de commerce. Pour moi, aujourd'hui, ça vaut 30% du chiffre d'affaires, pas plus. Si tu fais 1 million, ça vaut 300 000.
Si tu trouves repreneur, parce que tu sais, on est dans une génération où les gens, ils n'ont pas forcément envie de racheter un resto qui existe. Leur kiff, c'est de prendre quelque chose de vide et de faire leur propre resto. Ils sont plus dans la création, ils veulent créer leur concept. Exactement. Ouais. Et comme je disais il y a 10 ans, je disais, on va arriver à un moment où les chaînes vont se faire et se défaire à la vitesse d'un fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est très tendance. C'est-à-dire, tu vas créer quelque chose autour du poulet, ça va durer 5 ans, c'est l'euphorie, après c'est fini. Après, ça va être peut-être un business autour du brunch, peut-être autour de l'Indien, peut-être autour du Thaïlandais. Les gens, ils veulent de la nouveauté. C'est ça, les tendances, elles changent. Voilà. Et ça dure 10 ans, pas plus. On arrive à la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast historique. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire et activez la cloche. Ça me permettra de faire grandir la chaîne et de vous proposer encore plus de contenu comme celui-ci. En description, les différentes infos sur nos réseaux. À présent, je vous laisse avec ce petit teaser d'anthologie. À bientôt les amis. C'est la diversité qu'on a en France. Ouais. Aujourd'hui, elle est vue comme une tare, alors que, comme Abdelmalek disait, c'est un cadeau. C'est la magie de la France, en tout cas, c'est la force de la France. Ils ne donnent pas assez leur chance, justement, à des business éthiques et à des jeunes issus de la diversité, qui ont souvent des meilleures idées, mais qui n'ont pas de réseau, parce qu'ils n'ont pas fait HEC, et qui sont souvent prêts à se mettre plus les mains dans le cambouis, et qui sont des vrais bosseurs, parce qu'ils ont un désir et une soif de revanche. Petite recherche rapide sur ChatGPT pour savoir le nombre de musulmans en France. Entre 5 et 6 millions. Ouais. Enfin, c'est pas du tout une réalité. L'immigration française, maghrébine, africaine, c'est des consommateurs. C'est pas des épargnants. Là où les Français de souche sont plus des épargnants. On voulait pas ressembler à nos grands-parents, nos parents qui étaient des ouvriers, qui ne savaient pas peut-être même lire, écrire ou parler français, et qui ne pouvaient pas se débattre dans un débat, tu vois, avec d'autres Français, citoyens français. Aujourd'hui, nous, c'est différent. Donc, mais on a un rôle qui est pour moi très dur. Enfin, je trouve que sur nos épaules, il y a beaucoup de choses. J'ai eu jusqu'à 120 sociétés et j'ai fait un test simple. J'ai eu une vingtaine de sociétés que je nommais SAS, Durand, Bertrand, William, et les autres avec des noms maghrébins. La réalité, c'est que celle avec les noms français, on n'a jamais eu de contrôle. Au Maroc, il y avait le rêve français. Et j'avais des cousins. Quand on allait à la plage avec mes cousins du Maroc, ils regardaient la plage comme ça et c'était un rêve. Ils disaient « Ah, moi j'aimerais bien aller de l'autre côté et tout, c'est mon rêve, c'est mon rêve. » Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ils ont plus ce rêve-là. Le fait de voir tout ce qui se passe en France. Ils vont te montrer à la télé que les mecs qui font des conneries. Exactement. Et le problème dans le pays, c'est qu'ils mettent tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire ils vont punir les bons, ils vont rien faire aux voyous. Le mec qui toute sa vie, c'est des braquages, des conneries, il donne une mauvaise image de l'immigration maghrébine. Exactement. Donc il va rien lui faire, il n'y a pas de justice. Donc ça va rendre encore plus de Français racistes. Parce que la grand-mère, quand elle se fait voler son sac, elle devient raciste, elle et toute sa famille, et c'est normal. Un Français de confession musulmane, d'origine d'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb, qui rentre dans le 440, qui devient président, directeur général, chairman d'un énorme groupe coté, et qui est issu de banlieue, etc., on va le normaliser, mais c'est pas encore arrivé. Je pense que ça arrivera jamais. C'est mon point de vue. Non, ça arrive. Je suis certain que ça arrivera. Tous les chefs d'entreprise qui sont montés, t'en as eu, attention, t'as un Tunisien, je citerai pas son nom, qui est monté il y a pas longtemps, 2 milliards de fortune personnelle en France. C'était le plus jeune milliardaire français. Regarde ce qui lui est arrivé.